21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël. Mesdames, messieurs, en tout cas, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est la nuit écoute et nous allons appeler Jérôme Rodriguez en direct pour parler de l'actualité, la sienne, son arrestation aujourd'hui qui a été relativement musclée. Allô Jérôme. Allô. Bonsoir Jérôme, comment ça va ? Ça va et toi ? Eh ben ça va, on est content de t'avoir, on a plein de gens là qui sont ravis de t'entendre ce soir. Je te présente C'est Agnès gentil. que tu connais déjà. Bonsoir Jérôme. Salut Agnès. Bon, une journée bien difficile aujourd'hui, Jérôme, et moi j'ai été très touché là aujourd'hui. Enfin, j'ai toujours été très touché quand il y a des heurts, évidemment, mais dans cette période chaotique avec la Covid, cette autre manifestation qui était autorisée par le préfet allemand, et ton arrestation musclée aujourd'hui, là j'ai regardé Agnès et j'ai dit ça va mal finir. Et tu as déjà souvent dit ça, mais d'un seul coup avec ce qui t'est arrivé aujourd'hui, moi je l'ai regardé Agnès, je lui ai dit ça va très mal finir. Comment ça va là ce soir ? Un peu fatigué, un peu lassé de tout ça. Après, voilà, tu sais, je viens de raccrocher avec un ami et puis dans la plaisanterie, il me dit ça va. Je lui dis bah quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit bah t'as été en garde à vue, machin. Je lui dis oui, mais ah bon ? Mais c'est un peu le quotidien de tous les gilets jaunes aujourd'hui et c'est triste à le dire et d'ailleurs j'en profiterai pour te dire que là, ça va faire 2 ans que le mouvement est né, que beaucoup sont tombés au tribunal et ont eu des reports, si tu veux, d'audience. Et aujourd'hui, ça tombe dans tous les sens. C'est-à-dire que tu as des interdictions, tu as des condamnations, des prisons fermes, des bracelets. Tu vois, il y a tout qui est en train de nous revenir sur le coin de la tronche. Donc, tu vois, on a aujourd'hui, et c'est triste à dire, et c'est ça qui est choquant dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que limite, on prend l'habitude. Voilà, ça reste chiant, ça reste lassant, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire aujourd'hui ? Pour l'instant, à part protester, remonter l'information et essayer de faire comprendre à un maximum de gens qu'il y a un réel souci avec la répression aujourd'hui dans ce pays, quoi. Ouais, et ça c'est très dur, hein. Alors comme tu sais, on a le groupe là sur le rond-point de Saint-Brice-sous-Forêt qui se trouve dans le 95, qui au passage d'ailleurs, on souhaitait te lancer une petite invitation à l'occasion. On sait que tu es très occupé, que c'est très compliqué pour toi, et ça nous ferait un grand plaisir de pouvoir partager un petit moment avec toi sur le rond-point. Donc on y est tous les samedis après-midi. Et oui, donc par rapport à cette répression et surtout l'éveil des gens, quoi, par rapport à cette situation qui grandit et qui est insupportable, on remarque quand même qu'on a beaucoup de difficultés, hein, finalement, à ce que les gens se rendent compte de ce qui se passe réellement. Il y a une espèce d'anesthésie générale qui est quand même assez déconcertante, je l'admets. Après, je me dis c'est peut-être pour me conforter ou rester dans la motivation, qu'au final, c'est pas la chute le plus compliqué, c'est l'atterrissage. Et beaucoup vont atterrir. Tu vois, tu prends l'exemple des intermittents du spectacle qui, eux, ont un régime particulier de paiement. Ils n'ont pas travaillé depuis 1 an. Là, en septembre, ça va être tu vois. Ouais. Mais est-ce que le truc, c'est que c'est ça qui est aujourd'hui compliqué d'entendre que faut que les gens se cassent réellement la gueule pour comprendre qu'il y a un réel malaise dans ce pays et que quelque chose ne va pas. Maintenant, après, moi, je sais pas quel est le ressenti que peuvent avoir les gens qui se disent gilets jaunes ou du moins citoyens en colère quelque part avec leur entourage. Moi, de par le personnage public, hein, c'est pas présomptueux ce que je dis là, mais j'ai forcément beaucoup de gens qui viennent me parler, et pas que des gilets jaunes, de tout corps de métier, de toutes strates différentes. Et tu t'aperçois que quelque part tout le monde en a marre, tout le monde est fatigué, mais ça bouge pas. Voilà, c'est exactement ça. La phrase qui m'attriste le plus, c'est Monsieur Rodriguez, c'est bien ce que vous faites, lâchez rien. T'as juste envie de leur répondre, ouais, mais viens m'aider à la tenir, quoi. Exactement, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc c'est vrai que voilà, donc faut travailler là-dessus. Je pense qu'il faut discuter, débattre, ne pas arriver avec des certitudes acquises vis-à-vis de gens qui ne sont pas convaincus comme nous on peut l'être. Oui, c'est sûr. D'essayer de passer un maximum le message, tu vois. Oui, voilà, oui, c'est ce qu'on essaie de faire. On est fatigués tous quelque part.
Et quand on discourt nos idées vis-à-vis de certains, on est peut-être des fois un peu trop, pas vindicatif si tu veux, mais un peu trop passionné. Voilà. La passion amène à la déraison quelque part. On est tellement passionné par notre sujet que des fois ça peut faire peur aussi aux gens, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc peut-être un peu plus modéré, concis et beaucoup plus proche de ce qui les concerne au jour le jour quelque part. Alors tu parlais de personnages publics, j'utiliserais plutôt le terme d'icône. Et en particulier, je pense particulièrement ce qui t'est arrivé là, la perte de ton œil et le fait que tu sois toujours au combat et que tu ne lâches rien, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup freiné des gens qui peut-être à un moment donné auraient souhaité descendre dans la rue. Mais l'icône que tu es a montré qu'il y avait danger corporel à être dans la rue. Et c'est vrai que ces gens qui passent autour des ronds-points, qui ouvrent les fenêtres, qui sortent le poing, qui crient et qui klaxonnent, c'est vrai que moi, sur le rond-point de Saint-Brice, c'est la remarque que je me fais. Je me dis, c'est cool, mais les gars, vous avez fait vos courses là sur l'hypermarché qui est à côté. Vous pouviez venir à pied si vous avez vraiment envie de faire quelque chose. Et la question que je te pose, et c'est dans le discours que tu as, d'une certaine façon, une grande partie des Français compte sur toi, compte sur les Gilets jaunes qui sont actifs et qui prennent le temps de sortir et de manifester. Mais ça, j'en ai la certitude absolue. Après, je passe pour un gogol dans les médias quand je dis que les gilets jaunes sont pas morts et qu'ils sont bien existants. Tu sais, à partir du moment où tu viens sur une discussion avec une personne et que tu ne dis pas que t'es gilet jaune. Bon, moi, c'est un peu compliqué, mais d'autres peuvent le faire. Et d'arriver de discuter et de pousser la personne à te parler de sa vie. À un moment donné ou à un autre, il y a un souci, il y a quelque chose qui va pas. Ou alors, si tout va bien, tant mieux, hein, d'accord? Et de lui faire comprendre qu'il est gilet jaune et que quelque part, le ressenti de sa vie et ce qui ne va pas, ce sont des revendications gilets jaunes, ouais. tu vois. Après, bon, le terme d'icône, moi j'ai un peu du mal avec ça parce que voilà, il y a quand même eu 20 mecs avant moi qui se sont fait plomber. Il y a 2500 blessés, il y a des femmes, des jeunes, qui se sont fait aussi plomber, tu vois. Donc l'icône quelque part, c'est l'ensemble des mutilés et pas qu'une seule personne, parce que voilà, je veux surtout pas que déjà mon propre cas masque l'ensemble des choses, si tu veux. Il y a énormément de tristesse aujourd'hui, de désarroi, de désespoir chez énormément de mutilés qui on ne prononce pas le prénom, il faudrait aussi qu'on arrive à penser à eux en termes de justice, en termes de soutien. Et donc il y a les mutilés pour l'exemple qui existent pour pouvoir apporter de l'aide à l'ensemble des gens qui ont été mutilés dans le mouvement et de pouvoir aussi s'occuper d'eux. Donc tu vois, après voilà, ouais, mais c'est bien, tu le rappelles tout le temps et je trouve ça très très bien de ta part. Voilà. Faut pas les blesser, tu vois. Eux aussi, ils souffrent dans leur chair et tu vois, moi j'étais encore avec Manu au téléphone, c'est compliqué, encore des opérations, tu vois, enfin tout un tas de protocoles parce que voilà, tu vois, et la plupart ont quand même eu le crâne fracassé. Moi, ils m'ont visé directement l'œil, mais les autres ont eu le crâne fracassé, ce qui implique encore plus de dégâts sur la face et dans la tête. Hein. C'est dans la tête aussi que c'est difficile. Mais tu restes quand même devant. Médiatiquement, tu es un de ceux qu'on voit le plus. On peut pas dire qu'un Français aujourd'hui ne connaît pas Jérôme Rodriguez. Est-ce que tu regrettes finalement cette position que tu n'as pas souhaitée ? Après, si je reste devant et si je reste autant présent, c'est parce que je le dois aux gens qui sont présents sur la manifestation. Je le dis, je le répète, à l'acte qui a suivi ma sortie d'hôpital, quand je monte sur les fameux transfos là parisiens et que ce jour-là je monte sur ce fameux transfo et que tu as 40 000 paires de yeux qui te regardent et je suis désolé de le dire mais qui crient ton nom, tu prends une énergie qui est beaucoup plus curative que n'importe quel médicament, quoi. Et ces gens-là m'ont tellement apporté toute cette sympathie, tout cet élan de solidarité, toutes ces poignées de main, tous ces selfies, même si ça en dérange beaucoup, mais moi un selfie, personnellement, on n'est pas lié avec ça, mais les gens, ça leur fait plaisir, ça leur donne un sourire. Qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui de faire sourire quelque chose ? Donc tu vois, toute cette modestie, tous ces discours, toutes ces vies qu'on m'a racontées, je leur dois bien ça, tu vois ce que je veux dire ? Évidemment. Et puis à un moment donné, je suis la preuve avec tant d'autres personnes, tant d'autres mutilés,
que si on en a pris autant plein la gueule, c'est que notre combat est juste et qu'il se mérite de continuer, tu vois. Donc ça, c'est pour la partie manifestation. Quant à la présence dans les médias, c'est important d'y être. Voilà. Chaque gilet jaune que j'ai pu croiser sur l'ensemble du territoire ont chacun une compétence. D'accord ? Diverses et variées. À l'échelle d'un rond-point à l'époque, il y avait toujours, alors, Martine la cuisinière, José qui s'occupait du feu de camp, l'autre qui se démerdait des palettes. Tu vois, je veux dire, chacun avait son job, chacun avait sa, et je me rappelle même à l'époque, je m'en amusais, c'était d'arriver sur un rond-point et de demander qui est le référent. Oui. C'était quelque chose de compliqué parce que, mais t'as toujours un mec qui a un peu plus de gouaille, qui gère un peu plus le truc, et c'était plus facile de parler à un mec pour connaître l'environnement du rond-point. Donc et moi, ma compétence, et ça on va dire, il se la pète, mais en France, on n'a pas la culture du positif, c'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, de pouvoir le notifier et de le féliciter. Ben moi je sais parler, voilà, je sais parler, et si je peux le mettre au service du mouvement sur des médias et aller pouvoir argumenter, contrer des gens qui ont des idées reçues et qui sont parfois aberrantes, eh ben je le fais. Oui, justement, tu as eu une proposition d'Hanouna, donc que tu as acceptée visiblement. Et moi, je trouve ça très très bien parce que je pense que ça doit pas être facile de décider ce genre de choses. Voilà. Et je voulais un peu te demander par rapport à ça, où t'en étais. Dans l'absolu, j'ai fait une émission. Ouais. Après, comme je l'ai dit sur le plateau, c'était la deuxième fois qu'il me le proposait, Cyril, parce que j'avais refusé l'été dernier. Et puis la frustration de longs mois, non pas de passer dans les médias, hein, parce que je vous garantis que c'est pas ce qui fait ma vie, mais c'est d'en prendre plein la gueule. Je parle des gilets jaunes, de toujours parler de nous sans même avoir une voix qui nous défende, que ce soit la mienne ou n'importe qui d'autre. Et ça va 5 minutes, quoi. C'est bon, on n'est pas des sacs à merde, on n'est pas des paillassons, et c'est pas quand il y a un problème qu'on dit c'est les gilets jaunes qui étaient là, quoi. D'accord ? Moi, je sais de sources sûres, en tous les cas, qu'il y a énormément de gens qui ont bossé dans ce mouvement, des groupes de débat, des discussions de rond-point, des gens qui ont des idées, des propositions à faire. C'est ça les gilets jaunes, c'est ça qu'il faut mettre en valeur, et je suis fatigué, comme le mec qui m'avait dit le vendredi dernier, oui, mais 1% du cortège amène à la violence. Mais pourquoi vous vous concentrez sur les 1%? Ouais, exactement. Concentrez-vous sur les... Tu vois, on en revient à la culture on ne voit jamais ce qui est bien en France. Donc, 1% de merde, on se concentre dessus. 99% de choses bien, on les voit pas. Ouais, on entend, ouais. C'est ça. Tu vois ? Et c'est ça qui est... Et si, aujourd'hui, le 4e pouvoir étant celui des médias, je pense qu'il est important d'avoir un pied chez notre ennemi pour voir de quoi il se nourrit, pour pouvoir, ne serait-ce qu'aussi, parler à des gens. Tu sais que à un moment donné, quand tu as des journalistes qui t'appellent, avec qui tu as sympathisé depuis 2 ans, hein, il y en a quand même certains qui sont quand même assez cool et qui te disent ouais, je reçois des courriers après une émission, et des gens qui ne regardent pas Hanouna. Tu vois, par exemple, C'est Politique. Tu vois, les gens qui regardent C'est Politique, ils regardent pas Hanouna. Au pire, ils regardent même pas BFM. Et le jour où je suis passé là-bas, ils m'avaient jamais vu. Tu vois, oui. Et ils ont envoyé des petits courriers à la rédaction, parce que des fois il y en a qui communiquent, et ils disent pas mal le petit barbu, tu vois, ce sont des gens un peu âgés, un peu plus une moyenne haute en termes d'âge, qui regardent Ces Politiques. Voilà, ils avaient apprécié mon passage, tu vois. Je me dis, c'est des gens qui nous voient pas, ils ont pas les réseaux, oui. Tu vois. Donc de pouvoir aussi étayer un passer peu, ces frontières. Non, mais tu vois, on est dans un monde cognitif là, les gilets jaunes aujourd'hui dans Facebook et autres. Les gilets jaunes parlent aux gilets jaunes. Il faut qu'on arrive à péter ces barrières, quoi. Donc ça passe par le terrain, indéniablement, d'accord, parce qu'il y a que le physique qui prime, et ça passe par les médias aussi quelque part, et par d'autres canaux, j'imagine aussi. Alors on a Angelo qui nous dit « Je suis tout à fait pour le fait que Jérôme passe chez Hanouna, il va pouvoir défendre nos revendications quand il le pourra, et j'en suis sûr. » Moi je partage pas cet avis vraiment par expérience, après 30 ans de radio et de télé. Je suis pas certain que chez Hanouna, et même si tu l'as remercié grandement parce qu'il était disponible, c'est ce que tu dis, hein, lorsque tu avais besoin de venir passer un message, néanmoins je trouve que on ne peut pas s'exprimer convenablement chez Hanouna. On peut dire ce qu'on a à dire, mais il est difficile d'avoir un vrai débat juste et cohérent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, il
il y a des choses que les gens qui avant même ou même après l'émission ont pas compris. C'est que quand j'allais chez Hanouna, déjà pour répondre à ta première question, la seule chose que je peux te dire sur Cyril, c'est que c'est un homme de parole. Moi, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui te disent t'inquiète pas et ceux qui te disent je serai là. Cyril fait partie de ceux qui ont dit je serai là. Les t'inquiète pas, déjà quand t'entends t'inquiète pas, je suis déjà inquiet. D'accord? Et Cyril, qu'on le veuille ou non, je lui ai demandé 3 choses. 2 fois pour passer sur le plateau, parce que fallait que je donne un droit de réponse, comment je me faisais des charclés. Il a accepté. Et un autographe d'une chanteuse pour ma fille. D'ailleurs, je l'ai jamais eu. Voilà. Donc, à un moment donné, voilà, c'est un homme de parole. Je peux entendre, je peux comprendre, on aime ou on n'aime pas, je l'entends. Moi, Hanouna, je vais être honnête avec vous, quand je sortais du boulot à 18h, j'ai envie de me détendre, j'ai envie de rigoler. Moi, ça me faisait marrer ce qu'il fait à la télé. Donc, je suis quelqu'un qui regardait Hanouna. Maintenant, c'est un homme de parole. C'est tout ce que j'ai dit. Tu vois ce que je veux dire? Concernant le débat, quand je suis invité, j'ai quelque part un certain monopole qui me permet de couper la parole, de diriger un petit peu le débat, d'accord? Donc j'ai forcément une amplitude de voix beaucoup plus importante. Là, on s'est aperçu que jeudi dernier, c'est beaucoup plus compliqué. En plus, c'est la première fois que je passe, donc je vais pas faire le premier de la classe, monter sur le pupitre et gueuler plus fort que tout le monde. Je viens, j'apprivoise le terrain, c'est un monde que je maîtrise pas, que je ne connais pas. C'est peut-être pas mon monde de demain, mais dans l'absolu, ça permet, comme tu le dis, comme on l'a dit, d'avoir une voix, d'accord, dans la mesure du possible, tu vois, parce que se positionner au nom des Gilets jaunes sur la légalisation du cannabis, je peux pas m'exprimer au nom des Gilets jaunes, parce que c'est une question où, au final, on s'est jamais posé, à part parler du RIC, nouvelle constitution, démocratie, savoir, mieux vivre et compagnie, voilà. Là, j'ai jamais, dans des débats Gilets jaunes, j'ai jamais entendu parler sur la légalisation ou pas. Je parle en ma voix. Par la suite, s'il y a des débats, j'avais donné l'exemple de comment mieux manger demain, de peut-être rentrer en contact avec des groupes de permaculture chez les Gilets jaunes, de pouvoir prendre des informations et justement de mettre en avant les propositions qui ont été faites par des Gilets jaunes qui adhèrent au concept de permaculture. Après, faut batailler parce que voilà, t'as 8 mecs, c'est ça, ouais, 8 personnes sur le plateau qui ont l'habitude, dont c'est leur métier, de pouvoir essayer d'accrocher la parole, tu vois. On ressent une certaine hostilité d'une partie des chroniqueurs d'Hanouna te concernant. Et est-ce que en dehors de l'antenne, ce sont des gens qui viennent quand même te parler, te dire bonjour normalement et essayer de discuter avec toi ou ils se barrent? Franchement que généralement quand tu sors du plateau d'Hanouna, il est 23h, il y a beaucoup de gens qui partent très vite. Maintenant, je peux te raconter une anecdote qui s'est passée sur un plateau de CNews avec une journaliste qui, à l'époque, passait son temps à nous chier dessus, passe-moi l'expression, et moi à me chicaner avec elle au final. Puis un soir, on sort du plateau et elle vient me voir. Voilà, Monsieur Rodriguez, vous savez, moi je suis femme de docteur, un docteur très connu, donc je tairai le nom, mais il est vrai, je me suis renseigné, c'est vraiment un docteur très connu. Et elle me proposait de rentrer en contact avec des ophtalmos, amis de son docteur, pour avoir peut-être un second avis. Et là, tu te dis, putain, mais la meuf, elle vient de te défoncer sur le plateau, puis là, elle te propose un truc. C'est génial à la base de proposer une chose comme ça, d'avoir. Bon, tu vois, c'est déconcertant, quoi. Ouais. Et ça, je l'ai vu sur plein de plateaux. Moi, Pascal Praud, je vous le dis, un jour, j'ai discuté avec lui parce que j'étais arrivé un peu en avance sur le plateau, il se faisait maquiller. Et puis, je lui expliquais, on discutait, et il me dit, mais moi, vous savez, Jérôme, moi, je fais de l'acting. Ouais. C'est comme ça qu'on dit, tu vois. Ouais, bien sûr. Il m'a dit, des fois, je peux même être intéressé par un sujet et juste pour mettre de l'ambiance, ça joue un rôle. Ouais. Alors, tu sais, moi, à un moment donné, voilà, on dit tous, ouais, ils sont tous là à la solde de Macron. Je te dirais honnêtement que l'impression que ça me donne, ils sont tous à la solde du porte-monnaie qui les paye aussi. Ouais, exactement, oui. Déjà, dans un premier temps. Oui, c'est surtout ça, ouais, effectivement. Ouais. Donc voilà, après, ça reste mon avis personnel, ça reste le ressenti. Mais je vais te donner une deuxième anecdote. Éric Nolot fait partie des mecs qui m'a le plus envoyé de messages pour me demander mon état de santé. Ah oui. Tu vois, gentiment. Un jour, j'avais eu une demande de la part de Libération pour le bac de philosophie, si j'avais une question à proposer. Et puis moi, j'ai jamais fait le bac, donc j'ai pas fait de philosophie.
Puis j'ai relevé le défi, j'ai bossé 3 heures, j'ai appelé quelques gilets jaunes littéraires qui connaissent un petit peu le truc et on en a discuté. Et puis quand j'avais constitué ma question, je l'ai envoyé à Éric Nolot, parce que c'est quand même un littéraire, tu vois. Ouais, à fond, bien sûr. Et on a travaillé, il a étudié la question et tout, puis il est revenu vers moi, il m'a dit, moi je la trouve très très bien, c'est une question à laquelle je prendrais plaisir à réfléchir. Et la question avait été publiée dans Libération. Donc, tu vois, donc bon, j'avais cette petite fierté que moi qui ai jamais fait de philosophie, que ce soit publié. Mais voilà, pour te dire que Éric Nolot m'a donné un coup de main quelque part. Donc tu vois, c'est chelou comme ambiance au final, tu vois. Donc j'ai l'impression que voilà, c'est de l'acting et que ça joue un rôle. Donc c'est compliqué, quoi. Oui, pour la plupart des médias, évidemment. Alors, on peut le regretter du côté de l'information, mais le développement de l'information en continu a bien dégradé l'information. Tiens, on a un message. Un grand bonsoir à Jérôme. Cet après-midi a été difficile. C'est Sylvie qui nous écrit de Toulouse. Et elle dit « J'ai eu du mal à les supporter, ces images. Comment cela est possible ? La non-violence est-elle un crime ?» C'est la question de Sylvie par rapport à la réaction qu'elle a eue en voyant les images de ton arrestation aujourd'hui. Après, voilà, c'est pareil. Hein, le problème, c'est que ça devient quotidien et ces images, on les voit partout et pour chaque gilet jaune aujourd'hui. Et c'est cette situation qui devient globalement inacceptable, quoi, et dont personne parle et dont personne s'inquiète. Et pire encore, on donne des leçons à des pays qui font la même chose, voire même pire. Ça cautionne pas ce qu'ils font, bien entendu, mais putain, quand tu vois qu'on se permet de donner des leçons à la Russie ou à d'autres pays, alors qu'on fait exactement la même chose ici et que personne ne s'en inquiète. C'est quand même fou, quoi. Et c'est ce que je te dis, c'est que ça rentre tellement dans une certaine normalité que c'est là que ça devient dangereux et inquiétant, quoi. Quand j'ai écouté une partie de ton témoignage tout à l'heure en ligne, je crois sur RT, tu fais référence au fait qu'il y a quand même plusieurs polices en France. Il y a celle qui t'a arrêté et il y a celle qui t'a reçu au commissariat et tu dis c'est pas du tout la même police. On n'a pas affaire au même type. Et ça, c'est important. Non. Les gens ne le comprennent pas obligatoirement, ça. Mais c'est ce qu'on fait l'amalgame sur... on parle des violences policières. Donc, le gardien de la paix qui sort de son commissariat de banlieue ou en province, quand on parle de violences policières, et en particulier les provinciaux, par exemple, on se dit pourquoi on dit que les policiers sont tous des enfoirés qui sont violents, parce que c'est pas le cas partout. Non, c'est loin de là. C'est que le problème, c'est que tout le monde peut penser que j'ai la haine anti-flic. Déjà, mon entraîneur de rugby, c'était un policier. Son fils, mon meilleur ami, est devenu policier. Voilà, je connais des policiers. Je veux dire, à un moment donné. Et puis, de toute façon, la police, c'est simple. Ça se résume en une chose. C'est qu'on est bien content de les trouver quand on est en galère. Par contre, quand ils nous filent une amende, on fait la gueule. Tu vois ? En soi. Après, voilà, nous, on a affaire à une police aujourd'hui du maintien du désordre. Et j'en ai la preuve parce que j'ai même discuté avec des commandants de gendarmerie qui me disent qu'ils font plus le boulot pour lequel ils ont été formés à la base, celui de maintenir au calme les manifestations. C'est ça qu'il faut faire la différence quelque part. Et moi, je vais te dire honnêtement, chaque fois que j'ai été dans alors pour tout le monde peut-être c'est pas pareil, mais moi quand j'ai été dans les commissariats. J'ai toujours un flic qui me fait un clin d'œil. Là, tout à l'heure, je suis sorti, il y a une femme, elle est passée. Allez, monsieur Rodriguez, bon courage. Tu vois, elle avait un accent, elle devait sûrement venir du sud, la dame. Elles ont toutes un accent du sud. La police, voilà, accent du sud. Tu vois, et à un moment donné, il y a un monsieur qui a un keuf qui a commencé à me faire une petite vanne gentille. Tu vois, je lui ai répondu. Puis en plus, t'as vu, t'arrives dans le commissariat, t'as une demi-douzaine de personnes qui sont arrêtées de la manifestation. Ils me reconnaissent, ils gueulent mon nom, ils se mettent à chanter. Grosse ambiance dans le comico. Donc on pourrait dire que tu es un maître chanteur maintenant. Il orchestre. Je sais pas, mais t'es dans un commissariat, t'as tout le monde qui se met à chanter. On est là. C'est génial, quoi. Tu vois, faut le vivre, tu vois. Et d'ailleurs, merci à eux et courage surtout parce que je pense qu'ils y sont encore. Mais c'est ça. Et puis même les auditions, là je passe au tribunal mercredi. Et l'audition que j'ai eue avec la flic, c'est quand même elle qui m'a fait remarquer que dans mon tweet, je me prononce en aucun cas toutes les polices, l'ensemble des polices, la police.
Oui, tu es très mesuré là-dessus, tu es très juste. Ouais. Moi, ce que j'apprécie le plus, effectivement, chez toi, il y a plein de choses, mais en particulier cette justesse, cette justice qui est la tienne. Ça, c'est très important. On a Serge qui dit pareil pour moi en garde à vue, les soutiens. Il y avait du soutien. Il y a des grands merci, tiens, de Charlène Nobly, Christine Baumel, qui là aussi te salue ce soir. C'est gentil. Bonsoir à tous. Pas mal de monde qui sont très très heureux de t'entendre. Oui. Il y a Martine aussi. Martine. Ah bah oui. Les premiers pins de gilet jaune venaient de Taverny. La cordonnerie. Que tu avais sur ta casquette, que tu as peut-être encore sur ta casquette d'ailleurs. Mais non, mais mieux encore, Martine. Je la connais même d'avant les Oui. Gilets jaunes. Martine, Eh oui, c'était ma mais cliente. Eh oui, parce Voilà. que tu étais dans le Val d'Oise. Ouais. Je travaillais au Rétif de Au Rétif. Pierrelet. Eh ben ouais, on s'est croisés aussi là-bas parce que moi à l'époque j'avais acheté aussi pas mal de choses chez Rétif. Effectivement. Ouais, ouais. Là, comme quoi le monde est petit, il y a que les montagnes qui se rencontrent pas et Ah oui, non, mais c'est évident. C'est évident. je vis énormément de choses dans ce mouvement et ce genre d'anecdotes comme pour Martine, j'en ai un paquet aujourd'hui et c'est ça aussi qui me fait tenir parce que tu sais malgré toute l'adversité à laquelle je fais face, il y a quand même des super moments que j'ai vécus et qu'on continue de vivre. Bon, là on en vit beaucoup moins parce que c'est vrai que les meilleurs moments que l'on vivait à l'époque, Gilets jaunes, nous, destructeurs de la restauration, bah, c'est quand on finissait au bar après une bonne manif, à boire un petit coup, se détendre quelque peu après la manifestation et surtout de pouvoir se connaître et échanger, tu vois. Et ça nous manque quelque part. Alors moi je me suis posé une question là il y a 10 secondes. Je me suis dit Jean-Marie Bigard fait une vidéo, Emmanuel Macron lui téléphone. J'aurais bien aimé qu'Emmanuel Macron t'appelle directement. Il ne l'a jamais fait. Ouais, mais dans l'absolu, je dirais ok, mais c'est pour prendre rendez-vous parce qu'il y a pas mal de monde qui voudrait discuter et que j'aurais pas la prétention de discuter seul avec lui. Mais ça, ce serait finalement une espèce de coup de communication que pourrait faire un type comme Macron, qui est quand même l'un des présidents en matière de communication nouvelle génération tordue, serait capable de faire, de décrocher son téléphone et de t'appeler. Alors, tu vois, pour le coup, tu me dis ça l'autre jour, là, avant l'émission, on était dans la salle avant de s'attendre, et avec l'ensemble des chroniqueurs, on a tous conclu que quand même le gouvernement c'est des sacrés brels en termes de communication. Parce que dans la série, je fais des conneries, je dis n'importe quoi. Hein, faut pas oublier qu'il y a quelques mois, t'étais fou quand tu portais un masque, et aujourd'hui t'es un fou si tu portes pas de masque. Tu vois, donc tu vois, en plus des fois, ils nous offrent sur un plateau doré les conneries. Donc la com, eux, c'est pas leur fort à Macron. Et si tu veux aussi, depuis 2 ans, à un moment donné, j'ai bien compris aussi que j'étais ou j'aurais pu servir d'homme sandwich. Donc, j'en ai eu un peu marre de me faire bouffer la saucisse. Donc avant de m'utiliser, j'étudie bien tout ce qui se passe. Donc dans l'hypothèse ou même dans l'utopie que j'ai un coup de téléphone à Macron, ce sera ok bonhomme, mais ce sera proposer un rendez-vous parce que je te dis qu'il y a un paquet de gens qui, sur divers sujets, auront quelque chose à apporter s'il est à l'écoute. Maintenant, je t'avouerai franchement... Mais finalement, ce serait pas une solution, mais ce serait quand même quelque chose qui sortirait de l'ordinaire et qui serait très loin d'être con que de convoquer 25, 30 gilets jaunes autour d'une table à l'Élysée. Ouais, dans l'absolu, ouais, avec toutes les matières dans lesquelles le travail a été effectué en termes de doléances, donc moi je me réfère souvent le vrai débat, pardon, avec les 59 principales revendications. Alors on aime ou on n'aime pas, enfin on adhère ou on n'adhère pas. Moi je trouve ça quelque chose qui me ressemble et qui ressemble à l'ensemble du mouvement en termes de revendications. Et puis comme c'est très succinct, ça me permet de calibrer les choses dans mon cerveau pour pouvoir en parler. Donc on a des matières à discussion, on a des matières à proposition, mais voilà. Donc, mais oui. il faut jamais il sera à l'écoute. On a bien compris que le système est bien en place, que ces gens-là convergent. Hein, ils sont une centaine, ils sont une poignée au final, mais ils ont compris, ils convergent pour bien nous la mettre. Et nous, il faudrait qu'on réfléchisse, ne serait-ce qu'à d'autres stratégies et pour pouvoir unir l'ensemble des forces. Alors ça construit énormément chez les Gilets jaunes, hein. À défaut de tout le monde parle de division, je ne sais trop autre. Allez, c'est pas une embrouille de rond-point qui fait une division sur un mouvement, parce que quand je m'aperçois que différents groupes de travaux se mettent en relation, et c'est ce que j'ai essayé de faire moi en me baladant un peu partout en France, de mettre des gens en relation sur des projets qui au final se retrouvent être identiques.
Parce que le grand regret que je peux avoir aussi, ou enfin, du moins la vision que j'ai, c'est de m'apercevoir que chaque groupe travaille sur la même chose, mais chacun est prophète du chemin à prendre. Tu vois, alors qu'au final, on prend tous le même chemin. Donc de pouvoir regrouper, d'aider à regrouper, et puis de prendre les idées qui se construisent autour du vote blanc pour les présidentielles, d'un contre-gouvernement pour proposer autre chose, enfin tous ces projets qui se dessinent, le syndicat des Gilets jaunes que je trouve très très intéressant aussi, tout plein de choses qui se dessinent, et puis voilà, de voir les différentes mouvances, de prendre un petit peu chez les constituants, de prendre ce qui peut être intéressant sur l'ADA, de prendre ce qui peut être intéressant sur divers groupes de discussion ou de leadership Gilets jaunes, quoi. Mais est-ce qu'on doit entendre par là une hypothétique possibilité que ton avenir professionnel soit lié justement à ce mouvement des Gilets jaunes sur une sorte d'implication, alors je ne parle pas obligatoirement politique, hein, je parle associatif ou un mouvement, enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, Hanouna te posait la question lorsque tu es venu la dernière fois, en disant que tu avais des difficultés, qu'il avait envie de t'aider, et on a appris, enfin moi je savais que tu avais travaillé ici dans le Val d'Oise et que tu étais dans le commerce et que tu as voulu donc faire cette reconversion dans le domaine de la plomberie, mais avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu vis, est-ce que tu as envie de transformer encore une autre transformation, un autre objectif, une autre route professionnellement dans le cadre de tes actions de Gilets jaunes ? Dans les actions, je sais pas, parce qu'aujourd'hui c'est difficilement constructible, parce que tu as vu, on est tous un peu dispersés et je pourrais pas avoir quelque chose de concret. Moi, ce qui m'intéresserait, je le répète, hein, aujourd'hui, moi je vois un petit patron qui vient et qui me... Le problème, c'est que aujourd'hui, c'est compliqué dans ma tête. Il y a des jours où je vais pas bien et je peux pas me permettre de planter un patron. D'accord ? Par respect pour celui qui me donnera du travail. De plus, il y a toutes ces saloperies qui ont été mises sur mon compte qui voudraient aujourd'hui recruter un mec qui s'est fait traiter d'escroc. Parce que par exemple, je me suis fait virer de rétif sur disant que j'avais volé un mannequin. Les mannequins qui habillent les mannequins qui servent de présentation dans les vitrines. Qu'est-ce que je vais foutre avec un mannequin ? Ça fait limite pervers, le truc. Ça peut se défendre par ton psy en disant que t'es fétichiste et que... ouais, bah non, mais bon, enfin, tu vois. Donc, aujourd'hui, où tu vois, et puis, il faut être honnête. Moi, j'ai fait du recrutement, je vois un petit gars comme moi qui arrive devant moi. Putain, le mec, il a un peu foutu le bordel en France, quelque part. Qu'est-ce qu'il va faire dans mon magasin, quoi? Tu vois? Ouais, c'est un peu compliqué pour toi, ouais, c'est sûr. Tu vois, donc voilà. Non, mais même, tu vois, je vais même pas parler de moi. Tu vois, on va parler d'Ingrid Levavasseur. Hein. Alors, elle a peut-être crié au scandale, mais c'est quelqu'un que j'apprécie, avec qui j'ai eu des discussions. Voilà, elle a fait des erreurs. Tu vois, voilà. Tu vois, il y en a qui sont partis dans la stratégie. Moi, je parle plus. Mes décisions sont plus prises avec le cœur. Tu vois, alors des fois, c'est peut-être beaucoup plus douloureux. Ingrid Levavasseur, elle a un métier qui, normalement, lui donne du boulot tout de suite. Elle s'occupe des personnes âgées, enfin, je sais plus comment on appelle ça, enfin, dans le métier d'aide à la personne. Auxiliaire de vie. Aide-soignante. Oui, voilà. Voilà, tu vois, elle aide à la personne. Donc, et moi, j'ai vu des personnes capables de trouver du boulot. Ils appellent à 8h du matin, ils ont du boulot à 14h, quoi. Il y a tellement de gens à aider que c'est le genre de truc, il y a du boulot. Elle a envoyé une quinzaine de CV, elle trouvait toujours pas de travail. Parce qu'elle était gilet jaune. Pourtant, vous admettrez que c'était pas la plus méchante, hein, c'était pas celle qui envoyait les gens au casse-pipe ou quoi aux caisses. Donc, ou même Priscilla qui a envoyé plus de 150 CV. Vous voyez? Donc ça, faut le réaliser que ça peut être compliqué aujourd'hui, en tout cas dans un moyen court terme, de pouvoir retrouver du travail. C'est facile de me traiter de feignant. Non, moi feignant, non. Mais retrouver du travail, compliqué, oui. Puis alors en plus, au vu de la situation actuelle, hein, si on reprend les termes de Fly hier dans son live, 6 millions de chômeurs, 2 millions d'offres d'emploi, c'est comme mettre un carré dans un rond, quoi. On a marqué grand Jérôme, humble, réfléchi, altruiste, respectueux, pacifiste. Merci, une belle image, une joie, une leçon. Et si nos gouvernants en prenaient de la graine, nous dit Sylvie. Et plein de remerciements à toi de RMX qui te salue. Et puis également Serge qui fait partie également du rond-point de Saint-Brice-sous-Forêt. La libre antenne est à toi. Non, après voilà, je te dis, c'est le quotidien de tous les gilets jaunes, tu vois, des gens qui se font arrêter, au sein des manifestations, ça arrive à tout le monde, tu vois. Oui. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer et non pas sur une personne, tu vois. Ouais, donc voilà. On est quand même très soulagé que tu ailles bien déjà.
Ouais, Vraiment. tu vois, moi, par exemple, il y a Neigé en plus, quand je sortais, il rentrait en garde à vue. Ouais. Voilà, moi, on vient de m'apprendre qu'il était sorti là avant l'émission. Je suis super heureux, quoi, tu vois. Et oui, voilà. Tu vois, c'est pareil que ce soit, enfin voilà, ce que les gens ressentent sur ce que moi je vis, je le ressens quand ce sont mes copains qui le vivent, tu vois. Exactement. Ouais, on comprend. Tu vois, on est tous quelque part sur un pied d'égalité. Et de toute façon, on est tous victimes aujourd'hui de cette violence ambiante, même à partir du moment où tu as eu peur en manifestation. Alors, je Parce que c'est reviens. pas normal d'avoir peur en manifestant en France aujourd'hui. Oui, ça c'est dramatique. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais manifesté de ma vie. Et en voyant ça, effectivement, alors c'est pas que j'ai pas envie de me déplacer et de manifester, mais effectivement, il y a cette crainte et la crainte surtout de pas pouvoir faire face à cette violence policière. Et une question me vient à l'esprit puisque tu as fait référence. Un certain nombre de policiers, une catégorie de policiers, lorsqu'ils te croisent, certains peuvent te faire un clin d'œil, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu en as certains qui te menacent. Comment c'est possible d'être croisé par des policiers dans la rue, d'être reconnu puisque aujourd'hui on sait qui tu es, et de te dire que on va te péter le deuxième œil. Parce que sous un casque et avec une grosse cagoule, mon pote, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Parce qu'il y a toujours ce problème d'identification des policiers. Bien sûr, tu vois, le mec, il marmonne, il se marre avec ses copains. Bah oui, c'est super facile, tu vois. Et donc, dans ce cas-là, quelle est ta réaction ? Oh, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je vais me jeter dans le tas. Je les laisse parler. Et puis, je prends note. Et puis, quand un jour justice sera faite, on saura quoi faire. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je peux pas me battre tous les jours contre ça, quoi. C'est dépitant et puis c'est dégueulasse. Et puis je me dis que ces gens-là, comment ils arrivent à dormir sur leurs deux oreilles, sachant que moi je dors d'un œil, et comment ils arrivent à embrasser leurs enfants le soir en rentrant, tu vois. Mmh. Maintenant, j'ai déjà tellement de petits nœuds à régler dans ma tête que je vais éviter de régler les nœuds des autres. S'ils ont un problème avec leur part d'humanité pour être capable de sortir des saloperies pareilles. Enfin voilà, je vais te dire, il y a quand même pas mal de saloperies que tu peux entendre, voir. Je vais te dire, si ceux qu'on appelle les trolls mettaient autant d'énergie et de créativité au service du bien, je crois qu'on se parlerait même pas parce qu'on serait tous tranquilles. Oui, bien sûr. David nous dit, Jérôme représente la révolution maintenant. C'est une proie facile, médiatisée. Ouais, sûrement parce que je fais du bruit, que les flics sont en examen, donc ça doit pas plaire au gouvernement, et que quelque part, après, voilà, il n'y a pas de leader chez les Gilets jaunes, quoi qu'il advienne. Tu vois, ne serait-ce que pour revenir tout à l'heure à ton idée de peut-être structuration et d'avenir dans le mouvement. Structuration, oui. Avenir personnel, je ne sais pas. Enfin, faudrait qu'on arrive à construire ensemble, quoi. Tu vois, qu'on arrive à se structurer pour que on puisse tous faire face à ce qui nous tombe dessus. Aujourd'hui, on a un problème chez les Gilets jaunes. Moi, j'ai réfléchi à ça en voyant d'autres groupes d'action. Je ne sais pas si vous connaissez Gaël Guirante, qui a fait grève pendant 2 ans à la Poste. Non. Bon, c'est une histoire de dingue. Donc, le mec est syndicaliste. Un syndicaliste ne peut pas se faire virer. Il faut que ce soit le ministre du Travail qui signe son licenciement. Et il s'est fait virer. D'accord, donc là il est en justice et tout, et il a un groupe autour de lui, tu vois, c'est structuré, ce qui permet de l'aider, d'aller au bout de son combat en justice, machin bidule. Nous Gilets jaunes, quand à chacun d'entre nous il nous arrive une couille, que ce soit une garde à vue, une blessure, une mutilation, quoi que ce soit, on est seul face à ça. Mmh. On a le soutien de l'ensemble, hein, on a les copains autour de nous, moi j'ai plein de gens autour de moi, on a tous, mais des fois c'est insuffisant pour surmonter ce qu'on a à surmonter. Et l'idée d'une structuration permettrait d'avoir une force pour pouvoir que quand un de nos amis tombe, un autre copain tombe, de pouvoir le soutenir massivement derrière de façon structurée. Parce que certains aujourd'hui ne trouvent pas d'avocat ou ont des difficultés pour avoir certains documents administrativement, tu vois. Tu sais, quand t'as la tête à l'envers, que tu viens de perdre un œil, je te garantis que quand t'as 3 tonnes de papier, moi j'ai toujours pas fait ma NDPH. Alors pour ceux qui connaissent, savent de quoi en tout cas ceux qui connaissent savent de quoi je parle. Ouais. Même moi je sais même pas de quoi je parle. Parce qu'à un moment donné c'est gonflant, quoi. Tu as 12 papiers à remplir pour dire que t'as un œil de crevé. T'es limite t'as envie d'aller le mettre dans un verre et lui dire ça va comme preuve.
Donc c'est compliqué, quoi. En quelques mots, Agnès, c'est compliqué, c'est quoi? La MDPH, hein, en fait, c'est juste une reconnaissance d'handicap auprès de la MDPH. Bon, ça, c'est vrai qu'il y a des papiers à remplir. Il faut que le médecin traitant remplisse aussi le dossier, etc. Oui, c'est quelques démarches, mais ce serait bien, faudrait le faire, quoi. C'est pas évident. Alors ouais, je sais que les camarades en invalidité qui vont entendre ça vont peut-être sursauter parce que ça fait 2 ans que j'ai même pas rempli une case. Donc et au vu qu'après même quand tu as rempli les cases, généralement c'est assez long. Mais voilà, tu vois, c'est un truc. Voilà, je savais pas que ça allait m'arriver un jour et que puis je me retrouve confronté à ça. Puis voilà, ça me gonfle quelque part. Puis en plus, alors il y en a beaucoup qui viennent me voir en me disant en plus tu vas pouvoir te garer sur les places handicapées. Ça va les gars, j'ai perdu un œil, je vais aller me garer sur une place normale, je veux dire, je vais pas prendre la place de quelqu'un qui est vraiment dans la capacité de pouvoir se déplacer, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, la seule chose intéressante, je crois, si on m'a dit aussi, à confirmer, j'ai une demi-part d'impôt en moins. Oui, il y a ça, il y a... Ça peut être sympa. Oui, aussi, c'est vrai, faut y penser. Parce que quoi qu'on en dise, je paye des impôts, tu vois, je suis pas un assisté. Je me suis pris encore un rappel sur la tronche, c'est douloureux. Oui, non, voilà, tu y as droit. Ils font les fonds de tiroir, l'État, ils font les fonds de tiroir, ils font des petits rappels comme ça. Ah, ils aiment bien, hein. Ils t'oublient pas, là. Hein. La communication, elle marche bien dans ces cas-là. Hein. C'est marrant, les PV, ils trouvent pas mon adresse pour me les envoyer, mais par contre, l'argent, ils trouvent l'adresse pour venir le chercher. Je comprends pas, tu vois. On a José Laure qui te propose son aide. Donc, alors j'imagine. Alors attends, non, je vais le vendre autrement. Je vais vendre le truc autrement. On a José Laure qui dit Jérôme, si tu as besoin d'aide, donc pour remplir tes papiers, elle dit je connais. Mais c'est pas comme ça que je dois te le vendre, Jérôme. Ouais. L'idée, c'est un rendez-vous chez José Laure et Angelo, avec un tiramisu fait par José Laure, un café italien fraîchement moulu. Oui, parce qu'ils sont italiens, faut le préciser. Ouais. J'ai cru comprendre à partir du tiramisu. Voilà. et moi, je pense amener des petits trucs sympas aussi. Voilà. Oui, par contre, s'ils font des spaghettis, ne surtout pas couper avec le couteau. On va faire ce truc-là. Je pense qu'il faut qu'il y ait un bon repas. Il faut qu'on mange. On invite Martine. On va se faire un petit samedi sur le rond-point. Là, j'ai dit dans mon dernier live ou l'avant-dernier, je sais plus, que j'ai envie d'aller faire un petit tour en province, j'ai envie d'aller retrouver un peu le terrain, voir un petit peu les troupes, comment elles se portent, parce que je sais qu'elles sont à la maison, donc si j'ai cette capacité de faire déplacer quelques personnes, ne serait-ce qu'une, comme en Champagne sur un parking, qui s'appelle Jackie, d'ailleurs il faut que je l'appelle, et tu vois, de pouvoir retrouver un peu les camarades, d'autant que j'ai pas été du côté de Strasbourg, donc manque de bol, c'était aujourd'hui. J'ai pas été du côté de Marseille et je voudrais aller voir le McDo qui a été transformé en restaurant solidaire. Et j'ai pas été en Bretagne et j'aimerais aller du côté de Rennes, aller voir les copains bretons et puis faire quelques ronds-points et retrouver les copains, parce que je sais qu'il y a encore des ronds-points qui sont vivants, même sporadiquement, et qui viennent quelques heures. Et je trouve ça sympa si je peux aller voir quelques copains, quoi. Oui, d'ailleurs, il y a Serge de notre rond-point de Saint-Brice qui propose que le rond-point parraine Jérôme. Alors, je sais pas trop ce qu'il entend par là. Hein. On sait pas, mais ça a l'air bien. Moi, je sens que c'est des trucs bien. Ouais. On va venir manger un petit tiramisu, puis ça me fera plaisir de voir Martine et de revenir un peu dans le 95. Que j'ai habité à Herblay, donc. Ah ouais, vraiment, préviens-nous, hein, on sera là. C'est surtout pour le tiramisu, il faut au moins prévenir 2 jours avant. José Laure, hein, mais elle dit avec plaisir. David Fernandez dit seule l'union avec des humanistes qui vivent d'autres combats sociaux comme les violences policières ou le corps médical, avec tout corps d'État également, dans une assemblée médiatisée. On vote les lois qui nous imposent, on fait voter le peuple. S'ils font les négationnistes, ce sera des millions dans les rues, car nos demandes seront légitimes. Voilà, on a des... Elles le sont déjà, nos demandes. De toute façon, quoi qu'il advienne, il faut arrêter, je pense aujourd'hui, de personnaliser le pouvoir. D'accord ? C'est un ensemble d'hommes aujourd'hui qui construisent et qui se doivent de construire. Après, ça reste mon idée. Après, on construit autour de ça ou pas. Mais on peut plus
peut plus. Il faut que si président il y a, il faut qu'il fasse figure de style, qu'il aille serrer 2-3 paluches dans le monde et qu'il remonte l'essentiel des décisions prises par un ensemble de citoyens qui sont eux concernés par ce qu'ils vivent, parce qu'ils n'ont pas des gens complètement déconnectés et qui pensent qu'un pain au chocolat ça coûte 10 centimes et que le SMIC il est à 2500 €, tu vois. Il faut des gens aujourd'hui du terrain, des gens de province, des gens qui galèrent, des gens, enfin voilà, qui tu vois, là ils font tout un tas de réunions. Si on en revient aux violences policières, ils font bobo, t'as pas un seul citoyen, t'as pas un seul mutilé. Ça va, on n'est pas tous des sauvages. Vas-y, invite-moi, qu'au moins que les hauts responsables voient la gueule d'un mec massacré. Alors ça les fera peut-être pas changer d'avis, mais peut-être réagir, tu vois. Non, tu vois, une petite discussion d'entre soi sans savoir ce qui se passe, Bien pour sûr. pouvoir toujours mieux installer leur système, quoi. Bien sûr, non mais c'est évident. Qui nous avons José Laure et Evelyne, on devrait faire des ronds-points par roulement sur notre région pour commencer et les médiatiser. Alors médiatiser, c'est plus vraiment possible, hein. Les journalistes, même locaux, se déplacent quasiment plus. Ah non, regarde, justement, j'ai été en Champagne, j'ai mis un petit message comme quoi je me mettais au vert, j'ai eu tout de suite un journaliste qui de régional qui m'a téléphoné, ce qui m'a permis de rencontrer d'autres gilets jaunes. Et encore une fois, hein, j'ai pris le café avec un couple de retraités et qui avaient des amis retraités et un petit papy aussi qui tenait le terrain. On a tous eu un petit papy sur un rond-point, tu vois, le vrai déter, tu vois, celui qui est là, qui a dormi sur le rond-point. Ensuite, j'ai été voir un entrepreneur pour qui le travail se passe bien, et j'ai vu une personne en invalidité, tu vois, 3 personnes différentes. Et je te le dis, hein, c'est sans être péjoratif, dans un petit bled là-bas au fin fond de la Champagne-Ardenne, tu vois. On a Charlène Donc, qui t'invite à Perpignan. Ah, j'ai habité 2 ans là-bas, je connais. Quartier Moulin. Moulin avant, ouais. Moulin quartier avant. Moulin, ouais, je connais. Ouais. Ouais, je connais. Moi, j'ai travaillé à Saint-Charles. Oui, à Saint-Charles. Ouais, enfin la plateforme de fruits, oui, c'est Saint-Charles. Comment voit-il le futur des Gilets jaunes, nous demande Angelo. Comment tu vois le futur des Gilets jaunes? Ça, c'est la grande question à laquelle j'aimerais vraiment Et répondre. on peut pas répondre C'est une bonne à cette question, ça, hein. ouais. Tu vois, après, on peut imaginer, comme je le dis, de passer par une structuration pour être plus audible, avec, pareil, de reprendre les préceptes qu'on crie haut et fort sur quelque chose de non personnalisé, d'un ensemble de personnes qui viennent prendre des décisions et de pouvoir remonter après, de pouvoir faire remonter les informations et je pense, beaucoup plus audible et surtout beaucoup plus uniforme en termes d'action au sein des Gilets jaunes. Je sais pas comment dire, tu vois, quand vraiment quelqu'un tombe dans une merde pas possible, qu'on puisse tous les aider d'une façon ou d'une autre avec les Gilets jaunes, quoi. Ouais, être solidaire, encore plus. C'est ça, voilà, tu vois, de pouvoir être beaucoup plus fort quand un de nos camarades tombe quelque part. C'est ce que dit Christine. Pour quand la convergence des luttes entre citoyens, travailleurs, syndiqués, bref, les citoyens lambda qui se font exploiter leur vie durant? Moi, je suis très embêté quand on dit les citoyens lambda, parce que les gilets jaunes, ce sont des citoyens lambda qui ont mis un gilet jaune. Donc, il n'y a pas des gilets jaunes et des citoyens sont des citoyens qui ont un signe de reconnaissance, qui est un gilet jaune, qui reste un morceau de tissu sur le dos et qui permet, finalement, on l'a vu avec l'expérience, à la police de savoir vers qui tirer. En réalité, mais vous tirez sur des citoyens. Mais c'est ça, la dernière interview que j'ai eue, c'était avec une journaliste de Reuters qui me disait, oui, les gilets jaunes, et par rapport au mécontentement de porter le masque, mais tu vois, elle me donnait l'impression qu'on était des gens à part et que on vivait différemment les mesures du confinement. Et là, j'ai dû lui expliquer, mais vous savez, quand on enlève le gilet jaune, c'est des gens normaux qui subissent, comme tous les autres, le confinement. On le subit pas plus, on le subit pas moins. Enfin, chacun le subit comme il le sent, il le vit. Enfin, c'est impressionnant, quoi, de pas comprendre que c'est pas une idéologie, c'est une philosophie, c'est un appel au secours, c'est un marqueur, c'est pour être visible. Enfin, je sais pas, on parle pas français ou quoi? C'est presque devenu une race dans le discours. Alors des journalistes. Tu files ton passeport pour arriver au milieu du rond-point. Ouais, bonjour, douane gilet jaune, douane française. Non mais c'est complètement affolant, et puis de penser un truc pareil, tu vois. Maintenant, il faut que les gens ils comprennent que ce sont l'ensemble des citoyens, n'importe qui. Putain, moi j'ai tellement vu de gens, quoi. J'ai même vu un millionnaire un jour sur une manif, je l'ai regardé, qu'est-ce que tu fais ici? Maintenant, tu vois, pour revenir sur le mot convergence, alors je vais vous choquer, mais moi j'y crois pas à la convergence. Pourquoi? Parce que
chacun, et que ce soit syndicat, Chacun pour sa gueule. groupe associatif, non, c'est pas chacun pour sa gueule. Syndicat, association, politique ou pas, c'est que chacun est prophète du chemin à prendre par différentes méthodologies, violentes, non violentes, par différentes idées. Chacun est prophète du chemin à prendre pour exactement le même but pour tous. Tu vois, moi je parlerais peut-être plus d'union autour de la colère. On renverse la table et après on s'assoit et on prend les idées de tous. Et là on pourra converger vers peut-être quelque chose. Donc une convergence de la colère. Ouais. Parce que les colères sont différentes. Une union. Non, la colère elle est la même. On est tous vénères. Tu vois, D'accord. on en a tous ras-le-bol. Pas pour les mêmes raisons. Les mêmes raisons. Au final, on veut tous manger correctement. D'accord. On veut tous vivre correctement. On veut tous éviter de se soucier de l'avenir et peut-être avoir un peu plus de temps justement pour pouvoir ouvrir un bouquin ou s'intéresser à son voisin. Parce qu'aujourd'hui, je parlais encore avec un mec qui me disait « Mais Jérôme, l'écologie, mais oui, tonton, il n'y a pas de souci. L'écologie, j'entends. Sauf qu'aujourd'hui, les gens, ils ont faim. Et avant écologie, c'est le ventre. C'est de se démerder pour faire bouffer les gens. Tu ne leur parleras d'écologie quand ils auront de l'espace disponible dans leur cerveau et un peu moins d'espace vide dans leur ventre pour pouvoir s'interroger, s'impliquer dans l'écologie. Oui, c'est avec le ventre plein qu'on travaille mieux. Hein. Déjà, toujours dit, ta maman prend un bon petit déj pour bien réfléchir à l'école. Donc, tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui une majorité de gens ont l'air de. Alors il y a ceux qui vivent bien, d'accord, et qui s'en battent les noisettes pour être poli. Et puis t'as ceux qui vivent mal, mais ils vivent tellement mal qu'ils sont plus préoccupés à essayer de bien vivre que même limite de se préoccuper de la mise en éveil qu'on essaye d'effectuer depuis 2 ans, quoi. On est tous en colère, dit Nelly, pour des raisons communes et des raisons plus personnelles. Et puis on a David Fernandez qui dit franchement, il faut qu'on arrête de réclamer, on doit s'organiser pour proposer autre chose et se mettre au même niveau. Chacun parle de son problème. C'est ce que dit David. C'est pas faux, on a souvent crié fraternité, mais ma gueule d'abord. Mais la majorité quand même, c'est quand même on veut tous y arriver ensemble, quoi. Donc après, faut pas se concentrer sur. Tu sais, moi, l'analyse que je fais des groupes qui ont pu exister au sein des Gilets jaunes et surtout pourquoi certains ont périclité, c'est qu'à un moment donné, sur 10 personnes, t'en as peut-être 6 qui sont d'accord, 2 qui hésitent et 2 qui gueulent. Et ben là, les 8 autres s'arrêtent. Mmh. Et c'est ça qui est regrettable. À un moment donné, quand les 8 sont, et au pire 6 sont d'accord, avançons. Au pire, les 2 qui resteront sur le quai de la gare pourront profiter des bénéfices acquis par les 6 autres et voir les 8 autres, parce que ceux qui ont hésité vont finir par les rejoindre, les 6 autres. Et ben les 2 autres qui seront restés sur le quai de la gare, ils auront juste une chose à dire. Bah, demain, moi, j'étais pas là. Ils auront pas. Tu sais, un des trucs qui motive, je pense, les Gilets jaunes, c'est de se dire un jour, putain, le jour où ce sera le grand soir, et de pas être là, tu vois. Ah ouais, non, ça va pas être possible. Moi, le 17 novembre, les Gilets jaunes, ils m'ont foutu les boules, hein. Ils m'ont empêché d'arriver sur Paris. J'étais bloqué sur la N2. Ah, les enfoirés. Tu vois, le jour que j'attendais depuis 20 ans, fallait que non, j'ai pas pu accéder au champ. J'étais pas là le 17 novembre. J'étais kéblo dans un bouchon de gilets jaunes. Bon, je leur en veux pas aujourd'hui, il y a pas de souci. En plus, c'est des amis ceux qui ont fait ça. Donc, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça aussi qui nous tient, c'est que si le grand soir on n'est pas là, on n'aura pas l'occasion de regarder nos enfants droit dans les yeux en leur disant, moi j'étais là. Et ben les 2 qui seraient restés sur le quai de gare, ils pourraient pas regarder leurs enfants en disant j'étais là. Et puis tu sais, à un moment donné, tout tourne autour de l'ego. On entend beaucoup parler de l'ego. L'ego, je l'ai déjà dit, je sais plus quand. L'ego, c'est un trait de caractère humain qu'on a tous plus ou moins. Et là, l'ego, faut aujourd'hui apprendre à travailler avec l'ego des uns et des autres, tout en sachant canaliser notre propre ego, parce que ça aide aussi à avancer. Je parle pas d'égocentrisme, hein, je parle de mettre en valeur soi-même et de pouvoir avancer avec l'ego de chacun et le caractère de chacun, tu vois, à défaut de se vexer ou quoi, ou qu'est-ce, tu vois. Et des fois, ça nous fait tourner en rond et au final, on n'avance pas. Que les groupes qui ont construit, que les groupes qui ont voulu avancer, que ce soit des ronds-points ou des groupes de pensée, ne s'arrêtent pas à 2 qui gueulent, quoi. Ouais, parce que sinon, on n'a pas fini non plus de
de rester sur place. Nelly dit c'est en étant soudés contre un seul ennemi qu'on y arrivera. Après, on pourra individualiser les soucis, mais il faut être tous ensemble. Laurence dit non, c'est la fatigue qui nous a arrêtés. Hein. Laurence qui doit être gilet jaune, j'imagine. Et puis Christine qui dit il n'y avait pas grand monde le 17 novembre 2018 sur les champs. Ah si. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que. Moi, j'étais pas là, j'étais bloqué sur la N2, tu vois. Voilà. Je peux pas te Il n'y dire. avait pas grand monde le 17 novembre. Alors, peut-être pas sur les champs, Sur les effectivement. champs, C'était le week-end d'après, oui, où ça s'est monté vraiment en puissance. Mais le 17 novembre, il y avait du monde partout. C'est ça aussi. Hein. Dans toutes les régions, c'est peut-être pas que les champs, c'était toute la France. Il y avait des... Ah oui, bien entendu, mais Voilà. moi, vu que c'est Paris, c'était les champs, tu vois, c'était voilà, j'aurais vécu autre part, ça aurait été l'endroit destiné où j'aurais été, mais Non, mais c'est l'absolu, juste voilà. pour pas pour dire en fait par rapport au message qu'on a reçu là que oui, il y avait pas beaucoup de monde sur le 17 sur les champs, mais parce que les gens étaient partout ailleurs aussi, donc mais que les provinciaux se rassurent, on a la certitude absolue que Voilà. ce sont les fers de lance du mouvement, hein. Ouais. Sans les provinciaux, le mouvement n'existe même pas. exact. Donc, C'est bien de le dire, quand même, de le rappeler. Ah ouais, et c'est pour ça que je prends plaisir à me balader un peu en France dans la mesure du possible. Nathalie Chibrac, on est là, Jérôme, même si Macron ne veut pas. Et donc, on a plein de messages, évidemment, qui arrivent en direct. C'est aussi... Je voudrais qu'on revienne un peu sur les infos, sur les chaînes d'information, parce que tout ce que j'entends là me plaît, évidemment, et plaît à tous ceux qui sont avec nous. Mais maintenant, quand on a une ouverture de journal, et on ne va pas revenir sur le fait qu'il parle principalement des casses et des heurts sur les manifestations, mais surtout, j'aimerais qu'on revienne sur le fait qu'ils prennent une initiative régulière, récurrente, de dire oui, alors les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui s'efface, c'est un mouvement qui disparaît. Il y a des spécialistes de tout qui apparaissent sur toutes les chaînes de télévision, des sociologues, des psychologues, je ne sais pas. Enfin, Oui, ils en toujours parlent au des passé, spécialistes parlent Non, des il y a Gilets jaunes au passé. passé. Des débilologues. Débilologues, ouais. Il y en a beaucoup. Dans la débilothèque du jour. Mais aujourd'hui, chacun est spécialiste. Enfin, je veux dire, t'as des mecs qui viennent à la télévision en disant non, mais attendez, les Gilets jaunes, je connais bien le problème. C'est fini. Le mec dit c'est fini. Mais le mec n'a jamais rien fait là-dedans. Enfin, je veux dire, il y a souvent des gens qui n'ont pas de problème, en tout cas pas des problèmes qui les pousseraient à aller dans la rue, portent un jugement et une analyse étant des spécialistes des Gilets jaunes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me gêne énormément, Jérôme. D'où ma motivation, en tous les cas, de pouvoir accéder à la parole dans les médias, de pouvoir recadrer des gens qui disent n'importe quoi. Ouais, Moi, il y a des médias où j'étais invité, où on m'avait demandé de parler de sujets. Je dis ouais, non, moi c'est pas ma cam, quoi. C'est pas mon dos. J'ai pas vocation, ou je suis pas assez spécialiste à appeler d'autres personnes. Tu vois. Donc eux ont la prétention de savoir tout sur tout. Si en tout cas sur les Gilets jaunes, j'ai moyen d'aller leur contre-argumenter leurs acquis et ce qu'ils pensent de ce qui se passe réellement dans les manifestations, je me fais un plaisir d'aller les contrer, c'est pas un souci. On a bon, David, après... David a l'air de dire que c'est réel. Alors je sais pas parce que alors il dit tu y vas et tu détournes le débat, dit David. Aller à la télévision et détourner le débat. Je pense qu'on peut pas braquer un studio de télé. Et puis on parlait d'ego. Il y a des journalistes aujourd'hui. Et c'est ce que tu disais par rapport à Pascal Praud, que je connais un petit peu, pas beaucoup, mais on se connaît un peu. Aujourd'hui, les journalistes ont un ego démesuré. Beaucoup de présentateurs. Attends, moi, je te dis mon avis. Déjà, Pascal Praud, c'est pas un journaliste, hein. C'est un passe-plat. C'est-à-dire, il est là, au centre de la table, et il distribue les assiettes à qui veut dire une connerie. Oui, d'accord. Je suis d'accord. Désolé. Ouais. Pour moi, un journaliste, dans la mesure du possible, c'est le petit gars qu'on prend plein la gueule sur le terrain. Ouais. Là, les mecs, ils sont là, ils passent les plats. Ouais, mais madame, mesdames, messieurs, dans l'actualité de ce jeudi, et hop, ils envoient le pâté. Voilà, ils ont fait quoi de plus? D'accord, donc ok. Ils lisent leurs fiches que leur Rédacteur. collaborateurs ou collaboratrices se sont pogné le cul à faire. Et derrière, ils ont juste à faire parler des gens qui ont la science infuse. Ça va, elle est belle la vie, hein.
Tu respectes un peu plus les reporters, les gens de terrain. Ah, je suis tombé sur il y a des très bons journalistes, tu vois. Mais bon, c'est pareil, toujours pareil, c'est que les gens qui font du beau boulot, on entend rarement parler. Tu regardes, il y a deux choses qui intéressent les gens quelque part, c'est la merde et les chats. À l'échelle d'Internet. C'est vrai, les chats et la merde. Dès que c'est un peu nul ou coquet, tu vois, ça clique. Et puis s'il y a un petit chat qui passe, ben, ça clique aussi. C'est ça. Et alors pourquoi ne pas venir sur les ronds-points avec des chats? J'exagère, hein, c'est de l'humour. Hein. Mais c'est pas faux quand on voit les chiffres, à partir du moment où il y a un chat, ça éclate. Ah non, mais moi j'ai fait le test. Hein. Ah ouais. Je te le dis, sur Instagram, j'ai mis mon œil déglingué. J'ai eu, je crois, je voulais dire un coup de truc, j'ai eu 1000 likes. J'ai mis un petit chat sur mes épaules, j'ai eu 2000 likes. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Vive les chats. Ouais. Et les chiens aussi, nous dit Nathalie Chibrac. Qui nous envoie un certain nombre de messages. Elle t'embrasse. Elle a même dit Jérôme Rodriguez, je le kiffe. Donc c'est son vocabulaire et donc elle te kiffe. Elle s'appelle Nathalie Chibrac. Mais elle triche, je la connais. Hein, mais elle te kiffe quand même. Voilà. Je la connais, elle triche. Jérôme, on va te remercier. Parce que j'ai ma petite pizza là qui vient de faire ding. Ah yeah. Voilà. Elle est à quoi cette pizza? J'ai évité la bouffe du commissariat. C'est très bien, c'est très Bravo. bien. C'est quoi cette pizza? Parce que personne ne te posera jamais la question sur CNews ou BFM. C'est une 4 fromages. D'accord, ok. Que tu as faite toi-même ou que tu as acheté? Ah non, là c'est du congelé à cette heure-là. C'est du congelé, d'accord, ok. Ouais. Très bien. Là, en cuisine, ça se passe comment avec Jérôme Rodriguez? Je me démerde. Attends, je suis avec un pote. Est-ce que je fais bien manger, Christophe? Oui. Ouais. Non, j'aime bien. Il dit ça parce qu'il a faim, Christophe. Il dit ça parce qu'il a la dalle et que la pizza est prête. Oui, non, j'aime bien cuisiner. Je fais super bien les nuggets. Ah ouais, bah c'est parfait. Ouais, bah je pense que t'as tout dit. C'est très bien. Merci beaucoup, Jérôme. J'espère qu'on va te voir très vite dans le Val d'Oise. Il n'y a pas de souci. On t'attend, hein. Il n'y a pas de souci. Je vous embrasse. Et surtout, je voulais te dire, ne change pas. T'es un mec super, avec beaucoup de cœur, et on sent vraiment ta sincérité dans tous tes lives. Enfin voilà, nous on te suit énormément, et heureusement que tu fais partie de ce mouvement, et bien d'autres gens aussi, hein, mais vraiment Jérôme, un grand merci à toi, au nom de tous les Gilets jaunes. Après, faut vous dire un truc. Moi, demain, j'arrête le mouvement. J'ai la certitude que des gens comme moi, comme vous et comme tant d'autres continueront. Oui. Par contre, et la certitude que si vous arrêtez demain, j'aurai l'air d'un con qui change un pneu sur une bord d'autoroute. Oui, mais bon, c'est motivant. C'est ça qui est important. Et après, ayez la certitude. Et c'est pour ça que les gens, quand je reçois des messages, putain, quand tu parles, c'est exactement ce que je pense. Bah forcément, gars, c'est parce que j'ai discuté avec toi et c'est parce que je discute avec les gens du terrain et ce que j'entends, ce que j'enregistre, ce qui me plaît, ce qui me parle le plus, ce qui fédère beaucoup plus, qui me permet de remplir ma bibliothèque d'arguments et de parler. Donc forcément, les gens ne peuvent que se reconnaître sur ce que je dis parce que c'est eux qui parlent. Moi, j'ai un taf de feignant, hein. J'ai juste à vous écouter. Oui, mais tu restes quelqu'un de pacifiste. Et ça, c'est très bien, Jérôme. Oui, j'essaye en tout cas. C'est vraiment voilà, tes messages sont systématiquement dans ce sens-là et je trouve ça très très bien. Ben oui, c'est ça, et c'est ce que dit Evelyne. Elle dit pour toi on lâche rien, et c'est là-dessus effectivement que je reviens sur ce côté icône. C'est avec ce que tu as vécu et le fait que tu sois visible, les gens ont envie, pour ceux qui ont vraiment ça au cœur depuis le début, de dire Jérôme, c'est quelqu'un qui nous représente et chacun le prend pour soi, hein, c'est pas et ils sont nombreux et ils se disent avec ce qu'il a vécu et le fait qu'il soit toujours devant et que tu sois aussi juste tel que tu l'es, parce que avec ce qui t'est arrivé aujourd'hui, on aurait eu d'autres personnes à ta place qui auraient dit les flics, c'est salauds, c'est tout ça. Non, tu n'es pas dans ce discours, tu n'as jamais été dans ce discours. Après, tu as des colères parfois. Je te vois dans ta voiture faire des lives où il y a des moments où tu as besoin d'extérioriser, de te lâcher et où effectivement parfois c'est assez déstructuré, mais c'est humain.
Ouais. Mais pour le reste du temps, parce que c'est pas du tout un reproche, moi aussi je t'encourage vraiment, Jérôme, et merci d'avoir passé 1 heure avec nous. Pas de souci, ça m'a fait plaisir en tous les cas, belle discussion. Et puis je vous souhaite la réussite pour l'émission, et puis on se voit très vite et très prochainement sur le rond-point là-bas dans le 95 à Saint-Brice. Ouais, bon appétit à toi et à Christophe. Merci la famille. On t'embrasse. Bisous, prenez soin de vous en tout cas. Toi aussi, c'est Jérôme. Salut. Ciao, ciao. 21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël.